Bonjour à tous, c'est Simlev qui va vous présenter aujourd'hui la géopolitique. Donc la géopolitique en 4 questions, c'est l'objet de cette vidéo, un peu longue j'en conviens, mais l'objectif c'est d'être simple mais complet pour que vous ayez tous les éléments importants. Alors je tiens à remercier les personnes qui m'ont soutenu, à savoir Dilara Yezagul, Chloé Serra et Coraline Reculé. Alors, je commence. Donc, je vous ai mis en introduction ce document. C'est une carte, mais aussi donc un dessin qui s'appelle Les chiens à bois, qui a été réalisé par un Anglais juste avant la Première Guerre mondiale. Et je trouve que cette illustration montre bien les tensions en Europe à cette époque-là, les tensions internationales, et la géopolitique, c'est avant tout l'étude des relations internationales. Alors, je m'arrête un peu sur cette illustration parce que, regardez, elle est quand même bien faite. Les pays sont représentés par des chiens prêts à se mordre, prêts à se griffer. On voit là le chien allemand avec le casque en pointe, là au centre, qui a deux doigts, qui se plus ou moins mord la truffe, on sait pas trop, le nez. On a le rouleau compresseur russe qui écrase la queue du chien austro-hongrois. Vraiment une illustration qui fait preuve de beaucoup de finesse, hein, je l'apprécie beaucoup. Alors, on commence tout de suite, voici le début de mon sommaire. Qu'est-ce que la géopolitique? Quels sont les principaux types de géopolitique? Puis ensuite, qui sont les géopoliticiens ou politologues les plus célèbres? Et quelles sont les limites de l'approche géopolitique? Alors commençons donc notre réflexion avec qu'est-ce que la géopolitique, et je vais essayer autant que possible de vous donner une définition simple avec du vocabulaire facile. Alors la géopolitique, c'est l'alliance, la fusion entre deux approches de disciplines, la géographie d'un côté et la politique de l'autre côté. Alors, ces deux mots, vous devez les connaître, je pense, mais je vais quand même les redéfinir pour vous. La géographie, c'est la localisation et l'étude de phénomènes qui touchent une zone précise. On parle de phénomènes spatiaux qui sont ancrés, rattachés à un lieu précis, à un espace précis. Donc ça, la géopolitique, vous en avez tous fait depuis l'école primaire. La géographie, pardon, vous en avez tous fait depuis l'école primaire et le collège, c'est pas trop dur. Ensuite, la politique, ça on l'entend tous les jours aux informations, la définition peut varier, mais moi je retiens celle-ci, à savoir que la politique c'est tout ce qui concerne la puissance, l'autorité et la lutte de pouvoir. Dans le mot politique, vous avez le mot pouvoir, on se bat pour le pouvoir, on exerce le pouvoir. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la politique étrangère, la politique dirigée vers le reste du monde. Voilà, alors voici donc ma définition. La géopolitique, c'est l'explication des tensions dans le monde, des relations internationales, grâce à la géographie et grâce à l'histoire. Et pour plus de précision, je dirais ceci, c'est l'explication des tensions dans le monde grâce à des cartes du passé, ça c'est pour l'histoire, et à des cartes du présent, ça c'est pour la géographie. Donc on explique les tensions dans le monde par des cartes. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, je vais vous apporter quelques précisions sur cette définition. J'ai employé ou je vais employer le terme d'acteur. Alors, je vous rappelle qu'en géographie ou en histoire, un acteur, ce sont des personnes ou des organisations qui jouent un rôle essentiel, un rôle primordial. Alors, à l'origine, le courant qu'on appelle le réalisme politique se concentre surtout sur les grandes puissances, hein, sur les pays, sur les États. Donc traditionnellement, les acteurs, ce sont les États-Unis, la Russie, la France, mais aussi la Chine, la Grande-Bretagne, etc. Mais depuis une vingtaine d'années, on a un autre courant des relations internationales qui fait apparaître d'autres acteurs, tels que les réseaux terroristes, tels Al-Qaïda, les multinationales comme Apple, les associations régionales comme l'UE, l'Union Européenne, ou les organisations internationales comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc ce sont ces acteurs qui vont provoquer les relations internationales, qui vont les créer, ces relations internationales.
Alors maintenant, après la théorie, la pratique, je vais vous montrer dans la pratique comment on explique une situation politique, hein, une situation de puissance, par la géographie, avec l'exemple du collier de perles. Alors, on est là donc dans l'océan Indien. Vous avez donc l'Inde qu'on voit en vert tout en haut, l'Afrique à l'ouest. Et qu'est-ce que sont ces perles? Ces perles, c'est tous les points rouges avec une étoile jaune que vous voyez à l'intérieur. Là, j'en ai entouré deux. Ce sont en fait des bases chinoises ou des ports accessibles à la marine de guerre chinoise, hein. C'est-à-dire que les destroyers des sous-marins chinois, donc en tout cas, peuvent accoster, s'y ravitailler, et dans certains cas, c'est une véritable base, c'est-à-dire que ce sont des Chinois qui sont sur place, hein, sur les quais. Or, donc, on voit donc des bases navales qui sont dans le nord de l'océan Indien, qui semblent un peu entourer l'Inde, hein, qui sont vraiment nombreuses ces bases, hein, notamment la base de Gwadar au Pakistan. Alors, ça, c'est la situation de départ, hein, la situation politique, hein, un déploiement de puissance navale. Où est maintenant l'explication géographique? Alors, j'y viens à cette explication géographique à l'aide d'une carte réalisée grâce à des satellites. En gros, ces traits rouges, ce sont des routes maritimes empruntées par les navires marchands. Et plus le trait est rouge et épais, plus il y a de navires civils qui passent tous les jours, toutes les heures sur ces routes maritimes. Alors lorsqu'on zoome sur l'océan Indien, on voit au nord de l'océan Indien une route maritime très importante, très empruntée par les navires. Et du coup, on comprend progressivement qu'en fait la Chine a voulu déployer ces fameuses perles pour sécuriser cette route maritime qui est très importante pour elle. Alors pourquoi elle est importante pour Pékin? Là, vous voyez un icône qui symbolise les usines chinoises, hein, vu que la Chine, c'est l'atelier du monde. Et ces usines ont besoin de maintenir cette route ouverte pour exporter leurs marchandises vers l'Europe, vers le grand marché de consommateurs européens, représenté par ce petit caddie en haut à gauche. Et du coup, les porte-conteneurs chinois doivent pouvoir circuler librement et être protégés. Et c'est pour ça que la Chine a déployé ses bases militaires. C'est pas tant pour encercler l'Inde, ça c'est quasiment de la propagande de la part de New Delhi. C'est surtout pour protéger cette route maritime. Et d'ailleurs, j'ai mentionné une route, mais à vrai dire, il y a deux routes maritimes que Pékin veut protéger. Si vous regardez là, vous voyez donc la route que j'ai mentionnée tout à l'heure, et également deux derricks. Et à partir de ces deux derricks, des puits de pétrole du Moyen-Orient, on voit une autre route qui cette fois revient vers la Chine, hein, ça part du golfe Persique pour revenir vers la mer de Chine. Ce sont les pétroliers des pays arabes du Moyen-Orient qui approvisionnent la Chine en hydrocarbures. Donc là, vous avez deux artères économiques vitaux pour l'économie chinoise, d'où un déploiement naval de cette importance. On a là une explication par la géographie, par la géoéconomie. Deuxième exemple pratique, l'explication par l'histoire, où on va s'intéresser au cas d'un pays qui s'appelle le Yémen. Alors, où c'est le Yémen? C'est au Moyen-Orient, au sud de l'Arabie Saoudite, pas très loin de la mer Rouge. Je vous ai affiché là, je vous ai trouvé donc une carte qui vous parle du passé de ce pays. Donc, ce pays a été très longtemps coupé en deux zones. Une partie entourée en vert, au nord et à l'ouest, une partie entourée en rouge, au sud et à l'est. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque du coup que ce pays a été en fait coupé en deux pendant un peu plus de 100 ans, vu que on a la partie en vert à l'ouest qui a au départ ça faisait partie de l'empire des Turcs ottomans. Après 1918, ça devient un royaume indépendant qui devient à son tour une république arabe du Yémen pendant au moins 30 ans. L'autre partie, à l'est, avec pour capitale la ville d'Aden, a été une colonie britannique, un protectorat pour être précis. Puis après, ça a été une république démocratique et populaire du Yémen, jusqu'à la date de 1990, date à laquelle le Yémen s'unifie
et prend les frontières qu'il a encore aujourd'hui. Donc cette carte vous résume l'histoire du Yémen et de son territoire, de ses frontières. Pourquoi vous ai-je mis cette carte sur l'histoire du Yémen? Parce qu'actuellement ce pays subit une violente guerre civile. En 2014-2015, les Houthis, que vous voyez là en vert sur la partie gauche de la carte, les Houthis se rebellent contre le gouvernement et sont à l'origine de la guerre civile qui fait beaucoup de victimes actuellement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit réapparaître, donc, suite à cette rébellion des Houthis, la fameuse frontière entre les deux Yémen qui est en train de réapparaître, de se réaffirmer. Cette frontière avait été oubliée pendant 20 ans, mais vous voyez qu'elle revient. Et encore aujourd'hui, en 2018, vous avez donc la partie nord et ouest tenue par les Houthis, donc une minorité de religion chiite, et le gouvernement qui est ici marqué en orange, marqué pro-Hadi du nom du dirigeant, avec en plus Al-Qaïda pour la péninsule arabique qui se rajoute à ça. Donc l'histoire, la carte du passé est utile pour comprendre la carte et la situation du présent. Sachez en tout cas que le Yémen est malheureusement dans une fâcheuse posture parce qu'en plus d'une guerre sanglante, on a maintenant une catastrophe humanitaire. Alors maintenant, quels sont les principaux types de géopolitique? Et on commence par le premier courant qui est le plus connu, le plus célèbre, la géopolitique des ressources, avec notamment la géopolitique du pétrole. Alors, cette carte nous montre les réserves donc, de pétrole au Moyen-Orient. C'est une carte du présent, d'actualité, avec notamment en vert des champs de pétrole, des gisements de pétrole pour être précis, des petits carrés verts des gisements géants de pétrole et en rouge bordeaux des gisements de gaz. Alors, cette carte nous aide à comprendre la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans entre 80 et 88. L'Irak du dirigeant Saddam Hussein a attaqué l'Iran, vous voyez les offensives de l'Irak avec les petites flèches rouges. Et cette attaque, cette offensive avec quel objectif? C'était de s'emparer de cette région en rose là que j'ai entourée qui s'appelle le Chat el-Arab, que revendiquait l'Irak. Et comme par hasard, c'est une région avec un petit carré vert, c'est-à-dire une région riche en pétrole. Donc on voit là un des motifs de cette guerre qui était de s'emparer, d'agrandir son territoire pour s'emparer de zones riches en pétrole. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette guerre, tout est dans l'ouvrage de Pierre Azou qui s'appelle La guerre Iran-Irak, qui est un ouvrage très bien fait. C'est un beau pavé, mais en tout cas ça se lit très facilement, il y a beaucoup de cartes et de statistiques. Alors Saddam Hussein ayant échoué à s'emparer des territoires iraniens riches en pétrole, il retente le coup en 1990. Il attaque donc le Koweït, qui est un tout petit pays, un pays avec là, vous voyez, quasiment 4 carrés verts, un pays extrêmement riche en pétrole là aussi. Et vous voyez donc le motif de ces deux guerres, la guerre Iran-Irak et la guerre du Golfe sont des guerres avec des objectifs pétroliers derrière. Donc c'est là l'utilité de la géopolitique des ressources. Ensuite, voyons la géopolitique des minorités, des ethnies et des religions. Donc là, on va s'intéresser à des petits groupes, des communautés qui ont une religion particulière, une langue particulière, une culture originale, et ça va nous aider à comprendre les conflits et les tensions. On a un bon cas avec le Liban. Alors, le Liban a subi une violente guerre civile entre 1975 et 1990. Et le facteur religieux est quand même à prendre en compte, est quand même très important. Parce que y a une extrême diversité au sein de ce Liban. On trouve en effet des musulmans sunnites en vert clair, des musulmans chiites en vert foncé, des druzes, les druzes c'est une religion qui mélange plusieurs autres courants religieux, des grecs de type orthodoxe, des maronites, des grecs de type catholique, sachant qu'on a en plus des réfugiés palestiniens qui n'ont pas la nationalité libanaise. Donc vous voyez, le Liban c'est une sorte de puzzle, et le facteur religieux est important pour comprendre cette guerre civile, le pays est d'ailleurs toujours en tension,
Euh, la religion est d'autant plus importante qu'elle est reconnue officiellement par l'État. C'est-à-dire que la Constitution donc nous indique que le président doit être obligatoirement un chrétien, le Premier ministre doit être obligatoirement un sunnite, et le chef du Parlement doit être obligatoirement un chiite. Donc la géopolitique des religions est intéressante pour comprendre ce pays. Cette religion est quand même présente vu qu'on a des milices religieuses telles que les phalangistes chrétiens. Là, vous voyez un soldat avec une petite croix autour du cou. Et c'est pareil pour les militants du Hezbollah qui sont une milice ouvertement chiite. Alors, tout n'est pas religieux au Liban, hein. Vous avez quand même des alliances entre les différents camps religieux, notamment pour s'emparer du pouvoir. Mais en tout cas, la géopolitique des religions est ici très utile. Ensuite, troisième version, un peu moins connue, la géopolitique dite géostratégique ou des lieux stratégiques. Alors, c'est une appellation personnelle, vous trouverez ce courant sous d'autres dénominations. De quoi il s'agit? Alors, je reprends là le cas du Moyen-Orient, avec notamment le cas du Yémen. Alors, dans ce Moyen-Orient, on a actuellement là, depuis 2015, deux puissances, et même, c'était déjà même un peu le cas avant, qui s'affrontent, deux puissances régionales en tension, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont quasiment en guerre froide. Et tous les deux, ils interviennent dans la guerre du Yémen que j'ai citée précédemment. Ils s'en mêlent ouvertement, hein. Les chasseurs bombardiers saoudiens effectuent de nombreux bombardements au Yémen. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite s'investit autant au Yémen? C'est parce que à côté du Yémen passe une route maritime là aussi importante et stratégique. Ce sont en fait tous les pétroliers saoudiens qui quittent le golfe Persique, qui passent le détroit d'Ormuz, qui reviennent vers le Yémen pour passer le détroit de Bab el-Mandeb, puis ensuite ils passent le canal de Suez pour aller en Europe. Donc déjà pour les Saoudiens, il y a un premier problème, c'est que les Iraniens peuvent plus ou moins bloquer le détroit d'Ormuz. Mais si au Yémen, donc on a en plus des rebelles Houthis pro-iraniens qui peuvent en plus bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, là c'est un casus belli pour l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que c'est vraiment un danger majeur. Du coup, l'Arabie Saoudite s'investit au Yémen aussi pour maintenir ouverte cette route maritime et pour maintenir ouvert le détroit de Bab el-Mandeb. Donc là, vous avez bien une géopolitique des lieux stratégiques, des points de passage stratégiques, ou en tout cas une géopolitique qui s'intéresse à tous ces éléments de géographie qui ont une grande importance. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques autres types de géopolitique qui sont moins connus ou qui sont très récents, donc qui viennent d'apparaître. Alors, j'ai fait une liste assez longue, mais il pourrait en avoir encore des dizaines d'autres. La géopolitique du blé, parce qu'il n'y a pas tant d'exportateurs de blé que ça, et puis par contre, en face, on a des pays arabo-musulmans qui sont parfois de grands importateurs de céréales. La géopolitique des migrations, la géopolitique de l'eau, qui est utile notamment pour comprendre le conflit entre Israël et la Palestine, pour comprendre la géopolitique du Nil. La géopolitique des langues, la géopolitique des terres rares, vous savez, ces fameux métaux précieux utiles pour les composants électroniques et les téléphones portables, la géopolitique des tubes ou des pipelines, la géopolitique du sport, très étudiée récemment, surtout dans le cadre de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment en Russie, la géopolitique des fonds souverains, la géopolitique de la montagne, etc. Je vous dis, je pourrais rallonger ma liste. Alors, si vous suivez toujours, c'est super. Je passe à mon troisième point, qui sont les géopoliticiens ou les géopolitologues les plus célèbres. Donc là, je vais vous présenter une liste de classiques de la géopolitique. Le premier, c'est Friedrich Ratzel. C'est un Allemand. C'est un des premiers à employer le terme de géopolitique. C'est un homme du 19e siècle très influencé par Darwin. Et il va faire toute une série de comparaisons en comparant les États et les puissances à des êtres vivants, des êtres vivants qui sont en croissance, qui ont un besoin de terre, comme un être humain a besoin d'oxygène, avec des puissances qui naissent et qui disparaissent, un peu comme on a des êtres humains qui naissent et puis qui décèdent,
Et de coup, il nous montre qu'en fait, les changements de frontières sont en fait le reflet de rapports de force entre les puissances, qu'on a une sorte de duel qui se joue entre les grandes puissances, et que c'est une question un peu de survie. Alors Ratzel, c'est pas à la limite l'auteur qu'il faut lire en priorité, surtout qu'il a été quand même ouvertement colonialiste et il s'est approché de la notion très litigieuse d'espace vital. Bon, néanmoins, c'est quand même un classique. Plus important sans doute, Alfred Mann et le Sea Power, surtout que Mann il est très relu en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Alors, à la base, dans le raisonnement de Mann donc c'est un amiral, hein, c'est un homme de la marine de guerre, et lui, il est là pour remettre un peu sur le devant de la scène la mer qui a trop longtemps été négligée, qui a trop longtemps été zappée, considérée un petit peu comme une sorte de périphérie. Bon, voilà, les hommes habitent sur Terre, la mer, on y navigue et puis c'est tout. Non. Mann dit clairement, la mer, il ne faut surtout pas l'oublier. Elle fournit le sea power à celui qui la contrôle. La mer est un facteur de puissance extrêmement important. Et donc, il veut mettre la mer sur le devant de la scène en disant qu'il ne faut pas la négliger. Alors, c'est quoi ce sea power selon Mann? Alors, le sea power, en fait, c'est donc le pouvoir que offre la mer. Alors, ce pouvoir peut être décomposé, ça permet le contrôle du commerce maritime, d'axes de transport essentiels, ça permet d'avoir accès aux ressources du monde, d'avoir accès aussi à des marchés pour exporter ses produits. La mer offre une mobilité stratégique pour ces navires de guerre qui peuvent se déplacer, frapper, revenir, repartir, débarquer, rembarquer. Et puis ça, on peut le faire très très loin, à des milliers de kilomètres. La mer offre aussi des capacités militaires, à savoir donc la possibilité de faire des débarquements, comme ici le célèbre débarquement de Normandie en 1944, de faire des blocus, de faire des bombardements pour soumettre les pays. Exemple, la diplomatie de la canonnière au XIXe siècle, qui a soumise par exemple le Japon, c'est les Américains qui ont fait le coup. Et actuellement, la diplomatie du Tomahawk, c'est aussi les Américains qui font le coup. Alors, Tomahawk, c'est en fait un missile américain, et on parle de ce genre de diplomatie depuis la première guerre du Golfe. En fait, les Américains et les Occidentaux font venir leurs destroyers, leurs sous-marins près du littoral adverse. Ils lâchent des salves de centaines de missiles de croisière, peuvent faire des frappes et des bombardements à leur guise. Enfin, la mer peut offrir des ressources économiques très intéressantes, du pétrole, du gaz, des ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche. Et enfin, on peut installer sur les littorales des hydroliennes. Donc la mer peut offrir des richesses et des ressources intéressantes. Donc avec Mann, il ne faut pas oublier le pouvoir de la mer, l'utilité de la maîtrise des mers. Et Mann, il est assez à la mode en ce moment parce qu'on dit que la Chine a redécouvert Mann, qu'elle a relu Mann, puisque depuis une vingtaine d'années, la Chine s'est dotée d'une politique navale, une stratégie navale, et que sa marine de guerre est en pleine expansion. Elle a acquis récemment donc un porte-avions et le volume de sa flotte est littéralement en hausse. Ensuite, donc autre personnage important, Mackinder et Spikeman. Alors Mackinder, sa grande théorie, c'est la théorie du Heartland. Alors le Heartland, c'est un territoire aux limites un peu floues qui est situé vers l'Asie centrale et vers la Russie. Et selon Mackinder, le Heartland, c'est le pivot stratégique du monde. C'est-à-dire que c'est un peu le centre de la planète, le centre de l'Eurasie, donc le centre du monde. À partir du Heartland, on peut frapper l'Europe, on peut frapper le Moyen-Orient ou même la Chine et le Japon, donc c'est une position un peu centrale. Et le Heartland, c'est en plus des ressources, notamment des ressources minières précieuses, des ressources en hydrocarbures pour l'Asie centrale, et c'est un territoire immense. Donc en gros, la théorie de Mackinder, c'est celui qui contrôle le Heartland peut contrôler l'Eurasie, donc peut potentiellement contrôler le monde. Alors Mackinder, à son époque, en 1905, il a bien conscience que la Russie n'est pas la première puissance mondiale, mais il a toujours eu peur, à juste titre, d'une alliance entre l'Allemagne et la Russie, l'Allemagne fournissant des éléments de puissance
à une Russie qui possède le Heartland. Mackinder, enfin, il est aussi célèbre parce dans ses écrits, il a quand même bien prévu la guerre froide. Alors ensuite, comment Mackinder justifie donc l'existence de ce Heartland et son importance? Il le fait grâce à l'histoire. C'est-à-dire qu'il va recenser, lister toutes les invasions qui sont parties du Heartland et qui ont chamboulé un peu l'histoire de l'humanité. Alors les grandes invasions barbares qui ont menacé l'Europe, l'invasion des Mongols en 1240, les Russes qui prennent Paris en 1814, prennent Berlin en 1759 et en 1945, les Russes qui interviennent en Syrie en 2014, les Turcs qui viennent d'Asie centrale, notamment du Turkménistan, pour s'installer en Turquie actuelle, les Mongols qui s'attaquent à l'Empire chinois et qui tentent même d'envahir le Japon. Donc il montre qu'historiquement, le Heartland a été à l'origine de nombreuses invasions. Et ça donne un petit peu du poids à sa théorie. Alors, sa théorie est contestable à lui aussi, parce que bon, les mines et puis les terres, ça fait pas tout dans une économie, surtout à l'heure actuelle, à l'heure de la troisième révolution industrielle. Néanmoins, sachez que j'ai lu donc des articles très récents qui, dans le cadre de l'affaire ukrainienne, déconseillaient à Washington de se brouiller avec Moscou, de peur que les Russes s'allient avec les Chinois et que cette alliance russo-chinoise soit une véritable menace pour l'Eurasie, une menace pour le monde entier, vu que la Russie apporterait les ressources du Heartland et la Chine apporterait la puissance économique et la puissance démographique. Donc cette théorie n'est pas totalement à jeter à la poubelle, certains y croient encore. Alors qui est Spikeman que j'ai mentionné dans ce titre? Spikeman, c'est un peu une sorte de disciple de Mackinder, mais il est américain par contre, il n'est pas écossais. Et Spikeman, lui, va insister sur le Rimland. Alors le Rimland, c'est ce territoire, cette espèce d'anneau maritime qui entoure le Heartland. Et selon donc Spikeman, le Rimland permet d'encercler le Heartland, donc de le contrôler, de le soumettre. Et finalement, le vrai centre du monde, c'est cet espace de transition qu'est le Rimland, d'espace intermédiaire entre les puissances de la Terre du Heartland et les puissances maritimes. Les puissances maritimes, il sous-entend ouvertement l'Angleterre, puis après les États-Unis. Donc, il se concentre sur le Rimland, Spikeman, et sa théorie a largement influencé le président américain Truman au tout début de la guerre froide, lorsque Truman défend donc sa doctrine, la doctrine Truman, avec la théorie du containment, l'idée de contenir l'URSS. Ensuite, Yves Lacoste, un géopoliticien français pour une fois, Yves Lacoste, il a introduit le terme de représentation dans la géopolitique. Alors on va prendre là le cas d'Israël, quoi que vous pensiez du problème palestinien, c'est un très bon exemple. Alors dans la réalité, Israël c'est donc un petit pays, vous voyez qui est même plus petit que la Tunisie, donc un pays petit et pas très peuplé, on pourrait juger que c'est un pays un peu secondaire, ou en tout cas de moindre importance. Alors que Israël est à l'origine d'une représentation, Israël dans l'esprit de beaucoup de personnes, dans l'esprit des juifs mais aussi de beaucoup d'occidentaux, c'est un véritable projet idéologique et religieux. Israël c'est la terre promise, et ce retour vers la terre promise. Israël c'est un pays pour tous les juifs du monde, qui ont subi potentiellement des discriminations et qui ont subi l'antisémitisme. Donc on s'aperçoit qu'en fait, dans l'esprit des personnes, un pays ou une terre peut bien plus compter que son importance réelle, son importance économique réelle. D'accord ? Donc selon Yves Lacoste, on ne peut pas faire la géopolitique du monde et faire des études géopolitiques si on s'en tient qu'à la réalité. Il faut aussi prendre en compte la représentation et les représentations que les peuples et les gouvernants, les hommes politiques ont dans leur tête. Yves Lacoste est aussi célèbre pour un article et un livre qui est La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Il indique que selon lui, au moins en France, il existe plusieurs géographies. Une officielle qui est la géographie un
encyclopédique qui est censée donc nous aider à mieux connaître le monde, et une géopolitique plus officieuse dont le but est en fait de faire la guerre. C'est-à-dire que c'est une géographie qui est là qui est au service du pouvoir et qui va aider le pouvoir à administrer son État, et qui va aider le pouvoir à prendre des décisions relevant de la politique étrangère. Va l'aider dans la diplomatie. Yves Lacoste, il fonde une revue clé qui s'appelle Eurodote, une revue de géopolitique qui existe toujours aujourd'hui. Il refonde une école de géopolitique française 30 ans après la disparition de celle-ci, parce que pendant et après la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique va être discréditée. Je vais vous expliquer plus loin pourquoi. Donc, essentiel, Yves Lacoste. Il a fait aussi un dictionnaire de géopolitique, d'ailleurs. Francis Fukuyama, grand auteur des années 90, dont la théorie est un peu mal vieillie aujourd'hui, c'est le théoricien de la fin de l'histoire. Alors, c'est quoi la fin de l'histoire ? Il part du constat que la fin des années 80-90, il y a de plus en plus de démocratie dans le monde. Voilà, qu'il y a un grand progrès de cette démocratie, que les dictatures sont en mauvaise posture. Et pour lui, la fin de l'histoire, c'est cette idée que bientôt tous les pays du monde seront des démocraties, et cet élan démocratique sera une véritable rupture dans la géopolitique mondiale. Ce sera un changement de taille. Alors, Francis Fukuyama s'appuyait sur toute une série d'événements que je vous ai mis là sur cette frise du temps pour défendre sa théorie. Notamment la chute de nombreux dictateurs sud-américains, dont Pinochet, la très célèbre chute du mur de Berlin en novembre 89, la chute de l'URSS, et puis des dictateurs qui sont tenus en respect dans les années 90. Je pense à Saddam Hussein, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi à Milosevic dans les Balkans, en Yougoslavie et en Serbie, et puis au Kosovo d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 90, sa théorie pouvait être intéressante. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu Daesh, il y a l'essor un petit peu de mouvements un peu autoritaires. On pense donc à Poutine, on pense aussi à Trump aux États-Unis, à Erdogan en Turquie. Donc actuellement, la démocratie est plutôt fragilisée, voire parfois même menacée. Donc on n'est plus trop à l'heure de la fin de l'histoire. Ensuite, Samuel Huntington et le choc des civilisations, c'est une des théories de géopolitique les plus connues et pas forcément les plus sérieuses. Mais du coup, je suis quand même obligé de vous la mentionner. Alors, Samuel Huntington, il reprend des éléments qu'il a lus chez plusieurs auteurs pour définir des civilisations basées sur des cultures différentes et des religions différentes. Alors, ces civilisations, donc la géopolitique mondiale, c'est surtout l'affrontement de ces fameuses civilisations. Alors, par exemple, il nous indique que la civilisation occidentale est globalement en conflit avec la civilisation islamique, que la civilisation occidentale est en concurrence avec la civilisation chinoise, etc., etc. Alors, cette théorie peut être intéressante, mais elle a très vite des limites. Première limite, c'est que la définition de civilisation est assez floue chez Huntington. C'est-à-dire que des fois, il insiste plus sur la culture, des fois, il insiste plus sur l'histoire, sur la religion. Sa définition n'est pas très cadrée, on va dire. Donc ça, c'est déjà une première faille. Deuxièmement, il a tendance à sous-estimer les conflits qui ont lieu à l'intérieur même d'une civilisation. Par exemple, on peut voir parfois de la concurrence entre les États-Unis et l'Europe. Tout à l'heure, j'ai mentionné la guerre Iran-Irak, c'était l'affrontement entre un pays musulman, l'Irak, et un autre pays musulman, l'Iran. Donc, il y a quand même des limites. D'autres dernières limites qui sont sans doute la plus grave, c'est que les propos d'Huntington ont été repris par le gouvernement américain à l'époque du président George W. Bush pour justifier l'invasion en Irak en 2003. Donc il y a une récupération de cette théorie, une exagération de cette théorie, et finalement cette théorie, on se demande si elle a plus d'avantages qu'elle n'a d'inconvénients. Michel Fouché, deuxième géopoliticien français, spécialiste de la géopolitique des frontières.
Donc lui, il s'est beaucoup intéressé au tracé des frontières, à la genèse des frontières, c'est-à-dire l'historique d'une frontière. Il montre que les frontières, c'est pas simplement de banals traits sur une carte, c'est en fait, les frontières sont le reflet de rapports de force. Les frontières forment le miroir de la géopolitique mondiale. Les frontières, ce sont des mines d'informations colossales sur la géopolitique mondiale, les puissances qui s'affaiblissent, les puissances en essor, les alliances, etc. Donc ils se focalisent littéralement sur ces frontières, ils analysent voilà, leur histoire des fronts aux frontières, qui trace les frontières, selon quels critères, selon quels traités, etc. Il s'intéresse aussi aux frontières qui sont basées sur des éléments naturels, un peu comme la frontière franco-italienne qui est basée sur les Alpes, sur une chaîne de montagnes, ou une frontière le long d'un fleuve. C'est un peu le cas par exemple de la France qui a très longtemps voulu avoir comme frontière est la frontière du Rhin, hein. C'est toute la politique de Louis XIV notamment, et on voit les multiples tracés de cette frontière est de la France nous montre très bien cette poussée géopolitique de la France en direction du Rhin, hein. Donc notamment sous Louis XIV, la frontière varie quasiment tous les 10 ans suite à une guerre. Enfin, si vous êtes toujours là, c'est encore génial. J'en arrive à la fin de mon étude, rassurez-vous. Quelles sont les limites de la géopolitique? Donc voyons les points négatifs de cette discipline. Avec tout d'abord géopolitique et extrême droite. Alors, je voulais mentionner cet auteur qui s'appelle Karl Hochhofer, qui a surtout écrit pendant l'entre-deux-guerres. Et Karl Hochhofer a défendu l'idée d'un espace vital pour une grande Allemagne peuplée de tous les Allemands, hein, qui regrouperait tous les Allemands. Cette grande Allemagne qui a besoin de ressources pour survivre, et donc qui a besoin d'un espace vital, et c'est donc légitime qu'elle s'étende pour unifier tous les Allemands et pour obtenir cet espace vital. Du coup, Karl Hochhofer approuve l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. Et Karl Hochhofer soutient au départ Hitler dans sa politique agressive, dans sa politique expansionniste. Donc vous avez sur cette carte le rappel de cette marche à la Seconde Guerre mondiale, avec une Allemagne qui revendique toujours plus de territoire, soi-disant pour unir tous les Allemands. Donc vous voyez là les écrits d'un géopoliticien qui soutiennent une politique hitlérienne ultra-agressive, ultra-nationaliste. Alors sachez que cette proximité entre l'extrême droite et la géopolitique n'a pas disparu. Il y a un géopoliticien français célèbre dont j'ai lu les ouvrages, hein, qui avait fait des ouvrages de qualité sur la géopolitique, et je me suis aperçu récemment qu'il était en fait membre du Front National, ou en tout cas il a été membre du Front National pendant plusieurs années, et qu'il a tenu des propos assez exagérés sur l'islam radical en faisant des raccourcis. Donc ce lien entre nationalisme et géopolitique n'a pas disparu. On pourrait aussi parler du président russe Poutine et de ses arguments géopolitiques et de sa politique agressive en Europe de l'Est, notamment en Ukraine. Donc il y a toujours un petit peu ce fantôme, ce vieux démon de l'extrême droite qui se rattache à la géopolitique. En tout cas, qui peut se rattacher à la géopolitique. Ensuite, la géopolitique peut produire des exagérations. On parle des fois de déterminisme. Et là, je vais vous en citer plusieurs. Déjà, premier déterminisme ou première exagération, ce serait de voir des guerres partout où il y a des communautés religieuses différentes. En disant, là, c'est parce qu'il y a des chrétiens et des musulmans, par exemple, qu'il y a des conflits. C'est parce qu'au Moyen-Orient, il y a plein de religions différentes qu'il y a des conflits. Donc là, c'est évidemment exagéré, il ne faut pas tomber dans ce genre de travers. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu cette guerre Iran-Irak, et on ne peut pas dire que cette guerre Iran-Irak soit un affrontement religieux, sous prétexte que l'Irak relève de l'islam sunnite et que l'Iran relève de l'islam chiite. Ce n'est pas du tout un affrontement religieux. Les causes du conflit, je les ai citées, c'est surtout le pétrole et le territoire du Chat el-Arab, voire à la limite le fait que le président irakien Saddam Hussein
ne veuille pas que la révolution iranienne s'étende jusqu'à son propre pays ou déstabilise son propre pays. Et donc il ne faut pas y voir une guerre de religion dans cette guerre Iran-Irak. Deuxième exagération possible, voir des guerres partout où il y a du pétrole et du gaz, et puis faire du pétrole le principal motif de tous les conflits dans le monde, de tous les conflits au Proche-Orient, et puis comment dire, à chaque fois qu'on voit une mine ou un gisement de pétrole sur une carte, ça suffit à tout expliquer, à expliquer toutes les affrontements politiques qu'il y a autour. Là aussi, c'est exagéré. Je vais prendre le cas de la Syrie. Alors, sur la carte de gauche, vous voyez que la Syrie a des réserves de gaz qui ne sont pas encore exploitées ou pas totalement exploitées dans les eaux de la Méditerranée, dans ses eaux territoriales en rose-violet. Donc, elle a des réserves de gaz, cette Syrie. Elle a également des champs de pétrole. Sur la carte de droite, on voit quelques petites taches violettes. Une production de pétrole modeste, vu que la Syrie, d'après ce qu'on lit, produit que 0,5% de la production pétrolière mondiale vers 2010. Et qu'est-ce qu'il faut tirer de ces informations? Il ne faudrait surtout pas dire que c'est parce qu'il y a du gaz et du pétrole qu'il y a la terrible guerre civile en Syrie actuellement. Non, globalement, ça n'a rien à voir. Le pétrole et le gaz sont des facteurs totalement secondaires. Il y a des causes bien plus importantes, telles que la rébellion du printemps arabe, telles que l'intervention de pays voisins dans ce pays-là, telles que l'alliance russe, etc. Mais le pétrole est tout à fait secondaire dans ce conflit. Donc ne voyez pas des conflits partout où il y a du pétrole, ne voyez pas des conflits partout où il y a des minorités religieuses voilà, qui n'ont pas les mêmes croyances. Alors j'arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, c'est super sympa. Je vous ai mis là les sources que j'ai utilisées, hein, sans lesquelles cette vidéo n'aurait pas pu être possible, je n'aurais pas pu la réaliser. Encore merci à tous, et puis n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne donc de Simlef, et puis vous pouvez toujours me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Merci beaucoup, au revoir.